une grande personnalité de la communauté congolaise qui doit nous parler de la situation qui se passe en République démocratique du Congo. Lui-même, il doit se présenter, il est qui et qu'est-ce qu'il fait. Vous êtes le bienvenu, messieurs. Il y a des gens qui doivent écouter qui est qui et qu'est-ce que tu fais. Merci beaucoup, Monsieur Jacques, et merci aussi pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de participer dans votre émission. J'en profite déjà pour vous encourager pour l'initiative et vous remercier pour cette idée que vous avez entreprise de créer cette plateforme qui donne la parole aussi à la diaspora congolaise de parler de la situation, que ce soit au niveau national ou même au niveau international. Et comme vous l'avez dit, je me nomme Ndeko Bienvenu et je suis résident ici au Canada, à Ottawa précisément. Et je suis un acteur politique parce que j'ai évolué dans le sphère politique congolais et ici, ici dans l'émission, je serai juste comme un analyste. Je ne veux pas dévoiler mes couleurs politiques. Je resterai juste analyste parce que je vais donner mes analyses par rapport à Tes la points de vue. situation, point de vue, mes analyses par rapport à la situation des pays et tout ce qui évolue au niveau du pays. Merci, merci, monsieur. Bienvenue, Ndeko Undeko, bienvenue. C'est notre analyste politique qui se trouve ici au Canada. Mais aujourd'hui, il doit nous parler de la situation qui se passe en République démocratique du Congo, surtout ce qui se passe à l'est de la République, que tout le monde en parle, tout le monde en parle. Je sais qu'on ne peut pas vraiment fermer nos bouches. Il faut toujours qu'on puisse en parler. Jusque-là, on doit avoir une solution. Et cette solution, ça vient de nous, la population congolaise, les diasporas. Nous voulons poser une petite question de notre analyste politique, M. Bienvenu Ndeko Undeko Bienvenu. Récemment, président de la République démocratique du Congo, il était en visite en France. Je voudrais savoir quel est l'impact sur la situation actuelle de la République du Congo. Or, le visite du président, est-ce que ça a un grand impact à la situation qui se passe en République démocratique du Congo actuellement? Merci beaucoup, M. Jacques. Mais avant de parler même de cette question de visite officieuse du président Félix en Europe, permettez d'abord de présenter vraiment mes condoléances À tous nos confrères. à toute la communauté congolaise, et spécialement ceux-là qui vivent dans la partie est du pays, et cette population qui continue à vivre le misère, qui continue à vivre, à passer des moments de plus difficiles dans leur pays. Cette population de l'Est de la RDC, ces femmes, ces hommes, ces jeunes qui ont abandonné leurs chats, qui ont abandonné leur maison, qui ont fui des affrontements, des innocents qui sont partis, des enfants, des femmes enceintes, qui sont en train de subir, qui sont en train de vivre une jungle dans leur propre pays. Mais compassion à eux. Et non seulement qu'ils ont fui, mais même là où ils vont, dans le camp de déplacés, il y a encore des bombardements. Et donc, c'est-à-dire, le fait de quitter leur maison ne suffit pas. Ils ont quitté leur maison, ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient. Et là où ils sont partis, dans les camps de déplacés, nous avons appris le samedi passé comment est-ce qu'ils ont été bombardés dans les cas de Mouchaga. Là, c'est dans la ville, à proximité de la ville de Goma. Il y a selon les communiqués, selon les communiqués officiels du FARDC, il y a eu 16 morts et plus de 30 blessés, et la plupart d'eux étaient des femmes et des enfants. Donc, en tout cas, je ne peux pas commencer cette émission sans vraiment avoir une pensée à cette population de l'Est de mon pays qui continue à souffrir, et une population qui vit comme si il ne voit pas même l'impact du gouvernement ou des autorités du pays. En tout cas, ma pensée à cette population, et je pense qu'un jour, cette histoire de guerre se terminera et ils retrouveront encore la joie de vivre. Si je peux alors revenir à votre question par rapport à la visite officielle du président de la République démocratique du Congo, M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, président du Congo. Ok. Par rapport à la visite du président de la République en Europe, d'abord, moi personnellement, comme j'ai dit, je vais donner mes analyses personnelles.
Moi, personnellement, les visites du président ne m'étonnent pas parce que nous sommes habitués à un président qui aime voyager. Je vais vous étonner peut-être dans 100 jours parce que depuis qu'il a été élu et investi pour le second mandat, aujourd'hui c'est 108 jours. Mais dans 108 jours, il a fait 16 voyages. 16 voyages en dehors de son pays. En dehors de son pays. Il n'a pas encore visité même une province. C'est-à-dire, son bilan des 100 premiers jours, c'est 16 voyages à l'étranger. Et donc, déjà, ce voyage, en tout cas, moi personnellement, jusque-là, je n'ai pas encore vu un impact. Mais nous allons parler de ce voyage qu'il a réalisé récemment en France, parce qu'on en parle. Selon les communiqués officiels que j'ai lus, les communiqués officiels de l'Élysée qui a été relayé par France 24 et RFI, on indique dans ces communiqués que ce voyage officiel était essentiellement basé sur deux points, la diplomatie et l'économie. Et on dit que dans ce communiqué que la diplomatie, c'est-à-dire le président est parti en France, en Europe, pour faire une plaidoirie, en fait que les Européens, spécialement les Français, puissent aider les pays à finir avec le problème des M23 et le problème des guerres à l'Est. Et ensuite, il a fait une rencontre avec des entrepreneurs français, des petites et moyennes entreprises, selon les communiqués. Et il a fait aussi rencontrer une partie de la diaspora congolaise qui vit en France et en Belgique même. Mais ça, c'est ce qui était officiel. Moi, je ne vais pas même rentrer dans l'aspect formel de tout ce qui s'est passé, comment est-ce que même les officiels congolais ont été même humiliés, parce que nous avons vu des scènes extraordinaires. Comment est-ce qu'on a fait entrer les enfants du président, on a laissé en dehors les ministres des Affaires étrangères et même le ministre de la Communication, M. Mouyaya, ils ont été laissés dehors. Lorsque le protocole de l'Élysée est venu chercher les autorités, on a vu, les images circulent sur les réseaux sociaux, on a vu comment est-ce qu'on a laissé dehors les officiels du pays. On a pris la famille du chef. Donc il y a deux choses. Moi, je me pose d'abord la question de savoir est-ce que réellement c'était une visite officielle ou c'était une visite de courtoisie du président Tshisekedi. En tout cas, ce sont des questions à se poser. Mais pour être direct par rapport à la question, quel impact? Personnellement, je ne vois pas d'impact que cette visite ou que ce voyage, cette énième visite peut avoir sur la situation actuelle du pays. Spécialement si ce qui se passe dans l'Est. Parce que moi, je suis ressortissant de l'Est du pays. Donc, ceux qui souffrent à l'Est du pays, cette population, ce sont nos cousins, ce sont nos petits frères, ce sont nos tantes, ce sont nos... Donc, c'est tout un pays. Quand on parle de la population de l'Est, on parle de moi. C'est moi, parce que moi, je suis ressortissant de cette partie du pays. Et quel impact que cette visite peut avoir sur la situation, sur l'insécurité à l'Est? Selon moi, aucun impact, parce que ce n'est pas la première ou la deuxième ou la troisième visite qu'il fait en Europe ou la cinquième dans le monde. Aujourd'hui, 100 jours, c'est le voyage. Donc, ce n'est pas cette visite de la France qui sera exceptionnelle. On s'arrête seulement par des communiqués officiels et ça se termine. Est-ce que le France ne joue pas un couteau à double tranchant pour la situation qui se passe à l'est du pays? Parce que les Français, ils ont la collaboration avec le Rwanda. Les Français, ils sont en collaboration avec la République démocratique du Congo. Est-ce que selon vous, tu ne vois pas que France joue un couteau à double tranchant? Et deuxième, dans le sous-question, est-ce que pour que la guerre de l'Est qui puisse finir, est-ce que nous avons besoin de Français d'intervenir pour cesser la guerre en République démocratique du Congo, précisément à l'Est du Congo? Monsieur Jacques, je vais vous dire une chose. En politique, il n'y a pas d'amis. En politique, ce qui compte, ce sont les intérêts. Et la France va aussi se placer là où se trouvent ses intérêts par rapport à la situation qui se passe à l'Est du pays. Et pour terminer, par rapport d'abord à cette visite qui n'aura pas d'impact par rapport à la situation, qui ne changera rien, parce qu'à part des communiqués officiels là, il n'y aura rien d'impact qu'on va voir par rapport à ce qui s'est passé. C'est vrai, on a vu des déclarations, les déclarations du président Macron, les déclarations du président Félix, mais... En déclarant ces jours-là et le lendemain, la situation a déclenché. On va en parler. À part ces déclarations, il n'y aura pas, parce que moi je parle de l'insécurité à l'Est, il n'y aura pas aucun impact que cette visite va apporter
pour cette population qui est en train de souffrir? Aucun impact, parce que ce n'est pas la première ou la deuxième fois. Donc moi, en tout cas, pour être direct, cette visite n'apportera rien. À la population congolaise. À la situation actuelle qui traverse ma population à l'est du pays. Et concernant la France aujourd'hui, quelle est sa position par rapport à ce qui se passe? À part les communiqués officiels, parce qu'il y a l'officiel, il y a ce qu'on voit d'officiel, et il y a aussi la réalité qui se passe en dessous des cartes, comme on l'a dit. Avant de rencontrer Tshisekedi, Macron avait rencontré d'abord Paul Kagame. Est-ce que tu sais leur agenda, qu'est-ce qu'ils se sont dit avant de rencontrer Félix? Et qu'est-ce qu'ils ont proposé dans leurs entretiens par la suite? Comme je l'ai dit, la France va se positionner par rapport à où ils vont trouver les intérêts. Dans la guerre qui est en train de se passer à l'est du Congo, est-ce que vous savez qu'il y a des instructeurs français qui sont au Congo, qui sont en train, entre guillemets, de former le FARDC? Il y a des instructeurs français. Et chaque fois, on a dit que la France était supposée aussi soutenir le Rwanda par rapport à ce qui se passe en RDC. Mais quelle est la vraie position de la France par rapport à ce qui se passe au Congo aujourd'hui? La vraie position de la France. Parce que d'une part, vous allez attendre la France qui dit non, il faut qu'il y ait le dialogue. Le dialogue, c'est la meilleure voie pour que la guerre à l'Est puisse s'arrêter. Et puis, ils vont encore dire, mais même s'il y aura un dialogue, toutes les voies sont possibles. Mais finalement, c'est quoi la position de la France par rapport à ce qui se passe au Congo? Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous, en tant que Congolais, nous devons attendre la position de la France? Moi, je vais dire non. Moi, je ne pense pas, non. Il faut qu'on puisse prendre les choses en main nous-mêmes. Parce que la France aussi a son problème. Voilà, je voulais dire. Et Macron n'arrive pas à résoudre les problèmes. Nous n'avons même pas besoin d'attendre ou d'avoir la position de la France. La France, comme tous les Européens, ils sont en train d'endurer aussi la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, l'Europe est en pleine guerre. Presque plus d'une année. Ils sont en pleine guerre. Nous allons 3e année parce qu'au mois de novembre, la guerre d'Ukraine, ça sera 3 ans. Voilà. L'Europe est en pleine guerre. Il y a des problèmes. La guerre de l'Ukraine a aussi engendré des problèmes socio-économiques. Et aujourd'hui, l'économie européenne est en déficit. Donc, les Européens aussi ont leurs problèmes. Mais, quand ils nous montrent que c'est eux qui vont apporter des solutions chez nous, alors qu'eux aussi, ils ont des problèmes. Et des vrais problèmes aujourd'hui. Parce que n'était le fort considérable des États-Unis pour la guerre de l'Ukraine. Aujourd'hui, on parlerait d'une autre histoire. Et qui sait ce qui arrivera demain si les États-Unis se retiraient de tout ce qu'il fait par rapport à la guerre en Ukraine. Donc, ça, ce n'est pas notre débat. Mais moi, je pense que nous, Congolais, nous n'avons pas à attendre la position de la France pour chercher des solutions à nos problèmes. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est la solution ne viendra pas de la France. Ou les États-Unis, le Canada ou l'Australie. Ça viendra pour les Congolais. Écoutez, M. Jean, moi, je le dis et je le répète, la solution, on en parlera, la solution ne viendra que de nous. La solution ne viendra que de nous. Tout ce qu'on fait là, pour moi, tout ce qu'on fait là, ce sont des distractions. Il faut retourner vers la réalité. La réalité se passe à l'est des pays, ce n'est pas en France. Par rapport à cette question. Donc moi, vraiment, peu importe la position que peut jouer la France, moi je n'attends rien de la France par rapport à la situation. Merci, monsieur. Bienvenue Ndeko pour à répondre à la question de visite du président de la République dernièrement en France. C'est-à-dire, selon lui, une grande analyste, il dit il n'y a pas aucun impact ou une solution qui peut amener à cette visite pour l'Est de la République démocratique du Congo. Et sans toutefois tarder, monsieur le bienvenu Ndeko, le grand analyste qui se trouve dans les studios Bethsaida TV, votre fils, bienvenue, grand analyste de Ottawa-Gatineau. Je remercie aussi de venir aussi répondre à nos questions. Aussi, je salue Héritier Monga, le grand analyste, qui doit nous écouter à cette émission. Maintenant, monsieur le bienvenu, quelle solution pour la paix durable à l'est du pays, selon vous? Merci beaucoup. C'est une question pertinente et très très importante.
une question à laquelle il faut vraiment répondre avec la maturité politique, la rationalité politique. Il faut vraiment mettre de côté la passion ou les sentiments. Il faut y répondre avec la rationalité. Il faut aussi répondre avec patriotisme. En tant que Congolais, en tant qu'un Congolais qui a vécu aussi la guerre, parce que ça dure près de 30 ans que nous traversons ce moment de guerre qui ne se termine pas. 30 ans, c'est tellement beaucoup. Qui a la guerre au Congo, à l'est du Congo, mais à quand la fin de cette guerre? En tout cas, pour le moment, ma position reste la même. Ma position reste la même. C'est vrai, il y a beaucoup de propositions, mais pour le moment, parce que nous sommes dans un état d'urgence pour le moment, pour essayer de voir si on peut au moins arrêter cette série de morts, de violences et des massacres qui ne cessent d'être témoignés chaque jour à l'est de notre pays, pour le moment, moi, ce que je propose, comme compatriote congolais, je propose que nous puissions voir comment procéder à un dialogue. Pour moi, la solution pour le moment, c'est le dialogue. Mais il faut alors redéfinir les méthodologies efficaces pour faire ces dialogues. C'est-à-dire, il faut définir avec qui dialoguer, pourquoi dialoguer, c'est-à-dire définir bien évidemment les contenus des dialogues. Parce qu'il y a eu des dialogues et des dialogues au Congo, il y a eu des accords et des accords ici de ces dialogues, mais ça n'a pas vraiment abouti à des solutions escomptées par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre dans notre pays aujourd'hui. Mais pour le moment, pour qu'au moins d'abord, nous puissions assister au moins à une fin progressive de la guerre, moi je pense que personnellement, la meilleure solution, c'est le dialogue. Non seulement que c'est la meilleure solution, mais le dialogue va nous permettre, premièrement, de réunir autour de la table toutes les personnes qui sont impliquées directement et indirectement. Deuxièmement, ce dialogue peut aussi nous permettre de voir comment est-ce qu'au moins on peut cesser avec les hostilités sur terrain. Voir si au moins cette population, vous savez, M. Jacques, le minimum pour un pays, au moins qu'un pays peut garantir pour ses citoyens, c'est la sécurité. Si je prends l'exemple de notre pays, où la population vit au moins avec moins $1 par jour. Moins $1 par jour. C'est-à-dire, la population traverse une pauvreté extrême, qui est accompagnée par des maladies, des épidémies et beaucoup de problèmes. des violations. Et en dépit de tout ça, ils n'ont même pas la sécurité dans leur pays. C'est-à-dire, ils ne demandent pas du travail au gouvernement. Ils ne demandent pas à manger au gouvernement. Ils demandent juste la sécurité. Le minimum qu'un État sérieux peut faire pour ses citoyens, c'est au moins la sécurité. Mais qu'est-ce que je dis pour le moment? Pour qu'au moins cette population, qui est en train de vivre le calvaire pendant près de 30 ans, puisse au moins essayer de revivre. Il faut procéder. C'est vrai, il y a des dialogues, on le dira, des gens qui vont nous suivre, mais pour le moment, il faut vraiment voir comment entamer notre processus de dialogue. Pour moi. Parce que toutes les stratégies que nous avions essayées récemment, ça a eu des conséquences néfastes, dévastateurs, des conséquences dévastatrices. Monsieur Jacques, nous avons essayé toutes les stratégies de guerre. Parce que nous savons, nous faisons face au Rwanda. Le Rwanda qui est aussi soutenu par des puissances, des multinationaux. Et le Rwanda qui utilise nos confrères congolais, ok, qui viennent pour combattre leur propre pays. Mais aujourd'hui, la solution peut être quoi? Moi, je pense le dialogue. Il faut voir. Parce qu'au moins, avec le dialogue, on peut, au moins, la population peut vivre au moins un peu pendant quelques moments. Parce que dès qu'on continue avec la guerre, il y a toujours des déplacés. Jacques, aujourd'hui, on nous parle de plus de 2 millions de déplacés. Jacques, aujourd'hui, on nous parle de malnutrition et de maladies graves dans les camps de déplacés. Jacques, aujourd'hui, on nous parle des taux de mortalité élevés dans les cas de déplacés qui est extraordinaire. Et de natalité aussi.
Jacques, aujourd'hui, je pense que moi, en tant que compatriote congolais, je pense que ce que nous pouvons faire, c'est voir comment est-ce qu'on peut au moins procéder à un dialogue. Dialogue. Oui, sur le plan des dialogues, le temps de Chinaram, président Joseph Kabila, il y avait trop de dialogues. 110 ans, il y avait des dialogues. Même le président actuel, il avait rencontré tous les groupes armés au Kenya. Ils n'ont pas pu une grande solution. Est-ce que si tu parles de dialogue, si je comprends très bien, est-ce que tu as constaté qu'il y a la faiblesse sur l'armée congolaise? Est-ce que c'est le seul moyen? Et si on fait dialogue, comme tu as dit, on doit dialoguer avec qui? Est-ce qu'on doit dialoguer avec le président rwandais? Est-ce qu'on doit dialoguer avec le M23? Et que selon le président de la République, il dit, lui, il ne peut pas faire un dialogue. Il ne peut pas faire un dialogue avec M23 parce que M23 est masqué par le gouvernement du Rwanda. Et présentement, il y a le dialogue qui est le président de l'Angola, qui est le médiateur. Maintenant, vous, en tant qu'une grande analyste sortissant de l'Est, tu dis qu'on puisse faire dialogue, mais tu as épinglé à qui on doit faire ce dialogue et pourquoi. Maintenant, est-ce que tu vois en partant de la voie des dialogues, est-ce que tu as vu, il y a la faiblesse de l'armée congolaise, il n'arrive pas à s'engager à la guerre ou pas? Jacques, je vais te dire une chose. Dans la théorie de la gestion pacifique des conflits, il y a des choses. Il y a soit la négociation, soit la confrontation. Si la négociation ne réussit pas, là nous sommes dans la théorie, on procède à la confrontation. Mais considérons que la négociation, donc le dialogue, n'a pas abouti. Et aujourd'hui, nous sommes dans la confrontation. Mais quel est le résultat de cette confrontation? Presque, ça a commencé en 2022. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Presque 2 ans. Quelle est la solution dans la confrontation? Il n'y a que de pertes, il n'y a que des innocents qui sont des victimes. C'est la population qui continue toujours à mourir, à souffrir. Jacques, c'est vrai, chaque solution apporte, et chaque stratégie apportera des solutions et des conséquences. Mais pour moi, la guerre, la RDC s'est engagée dans une confrontation, c'est-à-dire la guerre. Mais n'oublions pas que cette guerre, ce n'est pas sur le territoire congolais. Donc des conséquences, des grandes conséquences, c'est toujours sur la population congolaise. Comme vous venez de le dire, il y a eu des dialogues qui se sont passés. Mais il n'y a pas eu de résultats par rapport à ces dialogues. Mais la question que nous devons nous poser, de savoir, lorsqu'il n'y a pas de résultats par rapport aux dialogues qui ont été faits, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Et quel est le problème? C'est-à-dire qu'en réalité, on n'a pas respecté les accords. Parce qu'après les dialogues, il y a toujours eu des accords. Lorsqu'il n'y a pas respect des accords, les protagonistes recourent à la violence pour réclamer quoi? Pour réclamer qu'on puisse leur mettre dans quoi? Dans leurs droits selon les accords signés. Il y a eu des accords entre le gouvernement congolais de l'époque, à l'époque du président Joseph Kabila, et les accords du 23 mars avec le M23. Les accords n'ont pas été respectés. À l'époque, ce n'était pas le M23. À l'époque, c'était CNDP. Après CNDP, ils ont signé les accords du 23 mars. On n'a pas respecté ces accords. Il y a eu alors la création de M23. Et puis, on nous a dit qu'on avait défait le M23. Kabila avait défait le M23. Après, le président Tshisekedi a pris le pouvoir en 2019. 2018 et 2019. Et puis après, on a vu encore les M23 qui ont été défaits par Kabila renaître encore en 2022. On s'est posé la question, c'est quoi encore? Les accords toujours. Le problème de la confrontation, le non-respect des accords. C'est pourquoi, quand on propose, c'est ce que j'ai dit, quand on propose
le dialogue, il faut redéfinir les clauses par rapport au dialogue. Comme vous avez dit, pour le moment, la question est de savoir, on va dialoguer avec qui? Quand on pose cette question à notre président, il répond toujours et dit que lui, il veut dialoguer avec le président Paul Kagame. Il ne peut pas dialoguer avec le M23 parce que le M23, selon lui, c'est une coquille vide. Mais je pense que c'est vrai. Le M23, c'est le Rwanda en réalité. C'est le Rwanda. Les Congolais qui sont là, ce sont des marionnettes qui sont utilisées. Ça, nous savons. Nous ne pouvons pas nier ça. Mais moi, je pense que, ça c'est mon analyse personnelle, moi je pense que même ces marionnettes-là, il serait mieux aussi de les consulter. Mais c'est Nanga? Tous ces marionnettes, moi je ne veux pas citer les noms, tous ces marionnettes. Mais c'est Nanga pour le moment qui est le chef. Tous ces marionnettes-là, tous ceux qui sont de Rio de Rwanda, je pense que... Et si, par exemple, sans toutefois te couper la parole, et si dans le M23, il y a des militaires étrangers, il y a les politiciens étrangers, quelle est la suite de ce dialogue? Non, vous savez... Et quelles sont les conséquences, je peux dire? Vous savez, c'est ce que je dis. Avant le dialogue, on définit le clause de dialogue, les contenus des dialogues. On va faire les dialogues sur base de quoi? Ok? Quels seront le définitif? Quels seront les accords issus de ces dialogues? Le résultat de ces accords. Comme vous venez de le dire, sur le territoire congolais, il y a des militaires rwandais. Bien évidemment, ils doivent retourner. Ils doivent retourner dans leur pays. Mais ces compatriotes, ceux-là qui s'appellent compatriotes congolais, que nous appelons des marionnettes, quel sera leur sort? C'est pourquoi moi je dis, on doit les écouter. Et leur demander qu'est-ce qu'ils veulent. Mais en l'écoutant aussi, ou en faisant le dialogue, il y aura aussi des postes qu'il doit avoir. Peut-être c'est ce que le président de la République, il n'arrive pas à être d'accord à ce dialogue, compte tenu de certaines erreurs que Joseph Kabila avait fait, parce qu'il y avait des dialogues. Après les dialogues, il y avait aussi des pouvoirs. Tshisekedi a fait aussi des dialogues de Nairobi. De Nairobi, oui, mais qui ne sont pas respectés. Oui. Parce que la conséquence, peut-être, si il n'a pas respecté, c'est ce qui amène la conséquence. Oui, parce qu'il y a aussi on parle de Joseph Kabila qui a fait des accords. Des accords. Oui. Mais on ne peut pas oublier que récemment aussi, Tshisekedi a fait des accords avec les M23 et d'autres groupes rebelles. Récemment ici au Kenya. Donc, c'est comme j'étais en train de dire, le même problème, le non-respect des accords. Mais moi je pense, je vais être précis sur cette question. Pour le moment, je pense que, même le président l'a dit, il a dit que le dialogue, c'est la seule voie qui est aujourd'hui une voie meilleure par rapport à d'autres voies. Parce qu'il a reconnu que même, c'est le dialogue qui peut au moins, le dialogue ne pas tellement coûter. Vous savez aussi que la guerre est tellement coûteuse pour la République. En ce moment de crise économique mondiale, être en guerre, c'est avoir vraiment de la force, parce que la guerre est tellement coûteuse, ça demande beaucoup de l'argent, Mais avec le dialogue, c'est moins coûteux, et surtout avec le dialogue, il y a au moins... il y a cette probabilité de ne plus y avoir le déplacé, de ne plus y avoir les assassinats, de ne plus y avoir les tueries de chaque jour avec les processus de dialogue. Sauf que je vais préciser, il faut redéfinir les clauses de dialogue, il faut définir les méthodes et les stratégies du dialogue. Avec qui dialoguer et sur base de quoi nous allons dialoguer. Moi, je ne suis pas là pour donner les orientations par rapport à ça. Je ne suis pas là pour donner les orientations par rapport au contenu, par rapport aux acteurs, mais je propose seulement. Je sais qu'il y a des experts. Qui peuvent analyser aussi ton analyse. Il y a des experts qui peuvent très bien, qui peuvent très bien orienter le dialogue qui va aboutir à des résultats positifs. Mais moi, je propose tout simplement, pour le moment, pour qu'il y ait une paix durable, c'est l'autre question, il faut qu'on repense encore à une autre méthodologie de dialoguer. Quand je parle d'une autre méthodologie de dialoguer, c'est-à-dire il faut bien redéfinir les acteurs et la cause. On va dialoguer avec qui? On va dialoguer sur quoi? Et quelles sont réellement les solutions auxquelles nous attendons à l'issue de ce dialogue? C'est tout. Merci à tous les auditeurs de Bedside TV. Nous voulons prendre au moins, ça c'est la question que je te donne pour 3 minutes, la question d'actualité, les élections des gouverneurs
et le conflit entre l'État et l'Église catholique. Il faut qu'on puisse préciser. Quelle est ton analyse pour 3 minutes qu'on puisse finir notre émission? Oui, monsieur Jacques, la semaine passée, nous avons vécu des... je ne sais pas comment je vais qualifier ça. Je manque même les mots pour qualifier les élections qui se sont passées dans les assemblées provinciales de notre pays. Parce qu'on a voté dans presque toutes les provinces, sauf le Nord Kivu, l'Ituri, oui, et le Maïndombe. Donc, presque d'autres provinces, on a voté le gouverneur et le sénateur. Mais, en tout cas, nous avons suivi, ce sont des élections qui ont été attachées par des corruptions à l'ennemi. Voilà les mots que j'utilise. La corruption à l'ennemi. Aujourd'hui, pour être sénateur ou gouverneur au Congo, il faut avoir de l'argent. C'est ça la leçon qu'on nous a appris. Et aujourd'hui, peut-être on aura l'occasion de parler de cette question en profondeur par rapport à l'avenir politique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, M. Jacques, pour réussir au Congo, il faut entrer dans la politique. Pour réussir au Congo, en RDC, il faut entrer dans la politique. Aujourd'hui, on nous parle, il y a au Congo des Congolais qui, à l'issue de ces élections, ils se sont donné la part de lion. Il y a des députés qui ont été quadruplement élus. Il est élu député national, député provincial, sénateur et gouverneur. Et il travaille tous les postes. Il doit mettre ses enfants. Fifi Masuka, la gouverneure de Lualaba, elle a été votée député national, député provincial, sénatrice et gouverneur de la province de Lualaba. Une seule personne. Une seule personne. Et qu'est-ce qu'elle doit faire avec ces trois postes? Mais nous savons comment on fait. Il va mettre sa famille. Il va mettre sa famille. Elle n'est pas la seule. Il y a aussi Bahati Lukwebo, qui a été élu député national, député provincial et sénateur. Nous savons. Donc, c'est ça, aujourd'hui au Congo, pour réussir dans la vie, il faut entrer dans la politique. Et vous allez voir, avec ça, aujourd'hui, ce sont seulement les gens qui ont le moyen qui peuvent entrer dans la politique au Congo. Parce que pour te faire élire, il faut vraiment avoir de l'argent. Et par rapport à la question entre l'Église catholique et la RDC, par rapport à la sortie médiatique du cardinal, moi je pense que c'est, pour être bref cette question, moi je pense que c'est un conflit qui n'a pas le droit d'être là. Parce que nous savons tous l'histoire de l'Église catholique dans la vie politique de la RDC depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et le pouvoir en place doit savoir que l'Église doit toujours être du côté de la population. L'Église doit toujours être du côté de l'opposition. L'Église doit toujours être là pour montrer au pouvoir ce qui ne marche pas. L'Église ne marchera pas de pair avec le pouvoir. Ça, c'est depuis 1960. Depuis l'histoire de la RDC, l'Église catholique, je précise, l'Église catholique a toujours joué un rôle important dans la politique de la RDC. Depuis les cardinals Echou, depuis les cardinals Malula, les cardinals récemment Mosengo, et même l'actuel cardinal. C'est-à-dire, l'Église catholique a une histoire avec la vie politique de la RDC. Et nous tous, nous savons que l'Église catholique a toujours été du côté de l'opposition. Donc, aujourd'hui, ça, c'est un fort débat, ça, c'est un fort conflit. Et l'IDPS, c'est ça. Aujourd'hui, je peux être étonné de voir que c'est au moment du pouvoir de l'IDPS qu'on peut même arriver à vouloir initier des procédures juridiques contre un cardinal. Nous savons tous comment est-ce que l'IDPS avait collaboré avec l'Église catholique depuis des années. Et donc je pense qu'aujourd'hui c'est l'IDPS qui est au pouvoir, ils doivent accepter, ils doivent subir aujourd'hui le même coup que ceux qui étaient au pouvoir subissaient. On a vu à l'époque de Joseph Kabila, les cardinals qui qualifiaient même le régime de l'époque des médiocres. Donc moi, je pense que nous savons tous le rôle que joue l'Église catholique dans la politique de la RDC. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Il faut qu'ils supportent aussi. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Et quel est le dernier mot à dire à tous les auditeurs et auditrices? Le dernier mot que deux mots. Le premier mot, c'est d'abord, encore une fois, vous encourager pour cette initiative. Merci. Et de demander à la diaspora congolaise de vous encourager, de vous supporter, de vous
dans cette initiative, de vous aider à aller de loin, parce que c'est une bonne vision, une vision que moi, personnellement, je loue et j'encourage. Et je demande aussi à la communauté congolaise et à toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo, vraiment, d'accompagner cette vision. Parce que c'est une vision importante qui donne vraiment la parole à la diaspora congolaise. Et deuxièmement, en tout cas, la dernière parole que j'ai, que vive la paix à l'est de la RDC. Et ensemble, nous y arriverons par la grâce de Dieu. Merci. Ok, merci. Ciao, ciao. Merci.